Je reçois Jean-Frédéric Poisson, donc membre du groupe UMP, président du Parti chrétien-démocrate. Vous serez cet après-midi à l'Assemblée nationale pour le discours de politique générale du Premier ministre. Qu'est-ce que vous en attendez? À la fois pas grand-chose et un peu de clarté. Pas grand-chose parce que je pense que, d'après ce qu'on peut voir de l'actualité récente, plus ou moins récente, cette majorité a un mal de chien à trouver une ligne politique, pas 4 ou 5, une seule. J'en veux pour preuve encore récemment le fait qu'on nomme M. Macron au ministère de l'économie sans doute pour engager un certain nombre de réformes qui ne plaisent pas à l'aile gauche de la majorité. Il dit lui-même que la question de la durée du temps de travail se pose et 48 heures plus tard, le Premier ministre dit non, le problème ne se pose pas et donc on restera dans l'état... Bon. À un autre moment, on promet la revalorisation des retraites au 1er octobre. On dit finalement on ne revalorise pas. Le ministre de la Santé dit c'est normal. Et je pense que cet après-midi, le Premier ministre va sans doute amodier ce propos. En tout cas, on le verra. Donc tant sur les questions économiques que sur les questions à caractère social. La difficulté, c'est que ce gouvernement n'a pas de ligne politique, ne sait pas ce qu'il doit faire. Et je crains que cet après-midi, après le discours de politique générale de Manuel Valls, nous n'en sachions pas davantage. Alors, vous parlez de politique au niveau social. Pour vous suivre depuis le moment où vous étiez député, vous avez fait quelques rapports pour la majorité de l'époque, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Je commence à avoir une ligne assez floue entre la politique sociale de la majorité actuelle et de la précédente, notamment cette histoire de seuil que nous a annoncé Rebsamen. Il me semble bien qu'on l'avait déjà évoqué à l'époque où c'était votre majorité qui était en place. Et est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place tout ce que votre majorité n'avait pas pu mettre en place, ou n'a pas eu le temps de le faire, ou n'a pas osé le faire? Non, et je le regrette, parce que j'ai la faiblesse de penser que nous avions pris des orientations qui auraient été bénéfiques pour le pays. J'observe simplement que la première décision du président Hollande, ça a été la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ce sera son sparadrap du capitaine Haddock. La deuxième, ça a été la suppression de la TVA sociale. Et il court après aujourd'hui, on entend le député de la majorité expliquer qu'il faudrait augmenter le taux de TVA. Donc il y a un moment où on se dit, tiens, finalement, ce qu'on avait fait n'était sans doute pas à jeter aux orties. Sur les seuils, ce qui s'était passé dans la mandature précédente, c'est que le Premier ministre François Fillon avait sollicité les partenaires sociaux pour engager une négociation sur les instances représentatives du personnel, conformément à ce que dit l'article 1 du Code du travail sur la fameuse loi Larcher. On ne change pas le Code du travail sans préalablement solliciter les partenaires sociaux. Ils ont mis un temps infini à ne pas conclure sur le sujet, puisque ça a duré pendant à peu près tout le mandat. Je crois que, de mémoire, la sollicitation de François Fillon doit dater de fin 2008 ou début 2009 sur ce sujet. Il faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Oui, on en avait parlé plusieurs fois ensemble déjà. Et donc, pendant 4 ans, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, pendant 2 ans, là non plus, il ne s'est rien passé. Les partenaires sociaux inscrivent enfin à l'agenda cette affaire des seuils. Donc, nous n'avons, pas touché à ça pendant le mandat précédent. Il m'est arrivé de le regretter, notamment lorsque, sur les retraites, on aurait pu changer des choses sur le rôle des CHSCT, sur la pénibilité, etc. Mais on a dit non, la discussion des partenaires sociaux n'est pas terminée, donc on ne peut pas changer quoi que ce soit sur les instances représentatives du personnel. C'était dommage, mais c'était ainsi. Maintenant, ce qui se profile, c'est une réflexion sur les seuils. Alors, il y en a un certain nombre d'acteurs prônent la disparition pure et simple, la fusion, etc. Moi, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Je suis fermement partisan du maintien des instances représentatives du personnel dans leur rôle. Ça ne veut pas dire que le rôle ne peut pas évoluer, dans leur statut, etc. Je pense qu'il faut renforcer le CHSCT, mais à part ça, le reste peut ne pas bouger. Je pense deuxièmement qu'il faut d'urgence supprimer les seuils qui ne sont qu'administratifs, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, ni sur le plan économique, ni sur le plan d'organisation, ni sur le plan de la représentation du personnel en face ou à côté de l'employeur. Et puis les seuils qui ouvrent des cotisations supplémentaires, il faut réfléchir sur la manière dont on peut éventuellement les financer autrement. Parce qu'après tout, là, il y a pour le coup une vraie pénalité en termes d'augmentation des effectifs. Et on peut comprendre que pour certaines entreprises, ça soit un frein à l'emploi. Si je pose la question, c'est parce qu'il m'avait semblé entendre lors de la législature précédente, s'ils ne s'entendent pas, on fera une loi. Or là, on vient d'entendre, s'ils ne s'entendent pas, on fera les ordonnances. Les 35 heures, c'est une vieille histoire, on n'entend plus parler. Les 35 heures, on va les réformer. Et puis, il n'y a qu'une chose, c'est quand il y a une grève, on n'en entend plus parler. Ça je n'ai pas encore entendu dire. Si, mais vous avez aussi entendu parler de l'élargissement du travail du dimanche, monsieur Lambert. Oui, qui est un sujet, là aussi, qui m'est cher, comme vous savez. Donc, là-dessus,
très clairement, c'est pour ça que je dis que la majorité ne sait pas. Elle ne sait pas où elle habite en réalité. C'est un problème qui rejaillit aussi sur la solidité des institutions et même sur la cohérence du débat parlementaire. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils prennent des décisions il y a 2 ans, ils les changent. Culturellement, que la gauche puisse envisager, après tout ce que j'ai entendu il y a 5 ans, et j'ai été à l'époque un acteur de ce débat contre le travail dominical, vous le savez, que les mêmes viennent m'expliquer aujourd'hui qu'il faut absolument modifier la loi dans un sens plus souple. Enfin, soit ils sont schizophrènes, soit ils sont amnésiques, soit ils ne sont pas de gauche. Et d'ailleurs, ça peut être les 3 à la fois. Ça, moi, je ne me prononcerai pas. En revanche, je me souviens qu'on avait travaillé ensemble sur la réforme de la négociation de branches. Et quand j'entends François Rebsamen dire qu'il faut rationaliser le nombre de branches, j'ai entendu Jean-Frédéric Poisson me dire ça sur le toit de l'Arche quand vous aviez rendu votre rapport. Donc réellement, vu de l'extérieur et à travers la télévision, je me demande si le changement, c'était pour maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une véritable différence entre les anciens et les nouveaux? Ne me tentez pas, monsieur Lambert. Ce qui est sûr, c'est que sur cette affaire de branches, il y avait une forme de consensus. Je veux dire, en dehors du monde patronal. En dehors du monde patronal. Même une partie du monde patronal était d'accord pour partager le constat que le nombre de branches est trop élevé. Il ne le disait pas très fort quand il le disait, mais ce sont des choses qu'on a pu entendre et même lire parfois. Les organisations syndicales de salariés sont d'accord aussi depuis longtemps sur le fait qu'il y a trop de branches professionnelles et que ce nombre est susceptible de nuire à la qualité du dialogue social. Le nombre en tant que tel n'est pas une gêne. Ce qui est une gêne, c'est que dans ce nombre, il y en a tellement qui sont inactives et qui existent de façade qu'effectivement ça complique tous les exercices. Donc la réduction du nombre de branches, alors est-ce qu'il en faut 100, 150, 200, 300 ? J'en sais rien. Moi, il faut garder celle qui marche surtout, c'est tout. Il ne faut pas commencer à se dire il en faut que 100 parce que si on est à plus de 100, non. Il faut regarder très clairement celles qui sont actives, celles qui sont inactives, celles qui servent à quelque chose, celles qui servent à rien. Et puis il faut supprimer comme ça. Et si on arrive à 180, c'est pas grave. Si on arrive à 60, c'est pas grave non plus. Mais c'est pas un problème de seuil, encore une fois. Enfin, ça sert à rien de définir un objectif quantitatif. Sinon, comme une espèce d'horizon en se disant, pour donner un ordre de grandeur. Mais le message, c'est quand même, il y en a 500 qui servent, il y en a 530 ou 540 qui servent à rien sur les, puisqu'il y a 600 et quelques 640, 150 branches professionnelles aujourd'hui. Quand le ministre dit il en faut 100, le message, c'est qu'il y en a plus de 500 qui servent à rien. Je suis pas sûr qu'il y en ait autant que ça. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas. Enfin, je suis même certain qu'il n'y en a pas autant que ça qui ne fonctionnent pas. Il y en a qui devront être regroupés. Mais 100 ou 150 ou 200, peu importe. Celles qui fonctionnent, c'est celle-là qu'il faut garder. Alors, le fond de ma question, c'était parce qu'on entend dans l'entreprise, et je suis élu dans l'entreprise, se dire que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les anciens et les nouveaux. Et c'est pour ça que je posais ces questions-là. Et je cherchais, dans vos arguments, quelques différences. Et je ne sais pas si vous avez convaincu nos internautes, mais c'est vrai qu'on a énormément de mal dans ce brouillard à voir ce qui différencie, peut-être à part depuis le début du quinquennat, le mariage pour tous, qui a été quelque chose que vous n'auriez certainement pas fait, puis qui a été fait par cette majorité. Sinon, pour ce qui est le social, y compris même la politique étrangère, et là je ne suis pas spécialiste, on ne voit pas bien, et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que finalement vous allez voter la confiance à ce gouvernement ? Sur la politique étrangère, c'est de tradition que la ligne du Quai d'Orsay traverse les régimes, sauf exception. Même si là, il y aurait beaucoup à dire et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, sur le reste, je crois qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels il y a de vraies différences. On l'a vu sur les textes institutionnels, on l'a vu sur la politique pénale, on l'a vu sur l'organisation de la justice, on le verra sur la politique de santé, le texte monstrueux au sens quantitatif du terme qui va sortir du ministère de la Santé pour arriver à l'Assemblée nationale dans quelques jours. On le voit sur un certain nombre de dispositions, même de l'accord de sécurisation de l'emploi. Je n'ai pas voté ce texte sur la sécurisation de l'emploi parce que je pense s'il ne servira à rien et il n'est pas utile pour le monde du travail, il n'est pas utile pour les salariés. La réforme des retraites, nous ne l'avons pas votée parce que nous considérons que c'est inadapté si on veut maintenir dans le temps le droit des salariés français à pouvoir bénéficier de leur retraite quand ils auront le droit de la faire jouer. Tout ça, il reste quand même des différences. C'était au nom de ces différences-là que cet après-midi, je ne vois pas de motif pour lequel je serais amené à voter à M. Valls la confiance que je lui ai refusée il y a 5 mois, alors qu'il va nous dire la même chose. Donc je ne vois pas pourquoi moi je changerais d'avis. Alors, 2 mots pour conclure sur le président du Parti chrétien-démocrate que vous êtes. C'est pas trop difficile de prendre la suite de Christine Boutin, qui était quand même charismatique avec ses actions, j'allais dire à la Maxime Grémetz, mais pas loin.
À ma connaissance, elle n'a jamais encore percuté une barrière en voiture pour entrer dans une manifestation. Elle n'était pas invitée, ce qui me permet de saluer d'ici Maxime Gramette, mon ancien collègue, s'il nous voit. Écoutez, c'est difficile. Oui et non. Christine est une figure de la vie politique française, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Par ailleurs, elle avait son style, j'ai le mien. Elle est une femme, je suis un homme, donc ça fait beaucoup de différence. Et puis, j'avais remarqué. Merci, donc ça se voit. Merci, Monsieur Lambert, de me le confirmer. Donc au fond, il y a beaucoup de différences entre nous, mais sur le plan des convictions et du projet social et politique, là pour le coup, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y en a pas entre nous. Non, bon, on espère juste vous voir un peu plus dans les médias, parce que pour avoir co-animé la rencontre de tout à l'heure, je pense que vous éclairez un peu, avec un peu d'espoir, ce qu'une alternance pourrait nous donner plus tard, avec peut-être moins de libéralisme dans votre travail que ce qu'on aurait pu craindre de la législature précédente. Merci de votre fidélité. Merci. En attendant. J'espère au semestre prochain pour voir comment aura évolué l'action du gouvernement, comment ils vont passer la fin d'année. Pour le prochain discours de politique générale de M. Valls, puisque c'est tous les 5 mois, donc peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler à l'époque. Merci beaucoup, et puis prenons rendez-vous donc pour le salon du mois de février. Merci beaucoup Jean-Frédéric, et à très vite, et merci de cette fidélité.